le jardinier immortel. L'homme et son sanctuaire. Sous le ciel crayeux d'un monde brisé, où le soleil était une sphère pâle noyée dans une brume toxique, l'humanité avait sombré dans un silence sinistre. Les villes, jadis vivantes de rumeurs, de clameurs et de promesses, n'étaient plus que des déserts d'acier et de béton, hantés par des ombres putréfiées. Pourtant, dans ce tableau d'une désolation absolue, un îlot de verdure résistait. Le jardin d'Elessar s'épanouissait, brillant d'un éclat presque surnaturel. Ces arbres, aux feuilles d'un vert chatoyant mêlé d'argent, dansaient au rythme d'un vent léger que le reste du monde semblait avoir oublié. Des fleurs aux couleurs irréelles, rouges flamboyants, bleus abyssaux, jaunes dorés, poussaient en abondance, chacune émettant une subtile luminescence une fois la nuit tombée. Au centre de ce sanctuaire se trouvait un ruisseau cristallin, chantant doucement, alimenté par une source souterraine, dont l'origine était aussi mystérieuse que le jardin lui-même. Elessar, un homme au visage buriné par le temps, y vivait seul. Vêtu d'une tunique qu'il avait tissée à partir des fibres des plantes environnantes, il passait ses journées à entretenir cet écosystème extraordinaire. Ses mains, fortes mais précises, effleuraient les branches, élaguaient les excès, caressaient les pétales comme on chérirait un trésor fragile. Il n'avait pas besoin de plus que ce que le jardin lui offrait. Des fruits d'un goût inégalé, des racines nourrissantes et une eau qui apaisait non seulement la soif, mais semblait aussi guérir les maux. Depuis des années, il vivait ainsi, coupé du chaos extérieur, protégé par une force invisible que même lui ne comprenait pas pleinement. Ce sanctuaire était une énigme. Les zombies, ces êtres titubants qui peuplaient désormais la terre, ne s'approchaient jamais. Elessar les avait observés maintes fois, postés à la lisière de la forêt, où les herbes se faisaient moins denses et les arbres moins hauts. Là, les créatures s'arrêtaient net, grognant, leur regard vitreux se chargeant d'une appréhension inattendue. Puis, après quelques secondes de confusion, elles reculaient et reprenaient leur errance dans d'autres directions, comme si une barrière invisible les repoussait. Cette observation était pour Elessar à la fois un soulagement et une source de questions. Pourquoi ce lieu était-il épargné? Pourquoi lui, un homme ordinaire, avait-il été choisi pour survivre ici, alors que tant d'autres, plus forts ou plus intelligents, avaient péri? Un soir, alors que les dernières lueurs du crépuscule teintaient le ciel de pourpre et que le chant des oiseaux se fondait dans les bruissements des feuilles, Elessar se tenait sous un grand chêne ancien. Il observait un buisson de baies violettes, chacune semblant contenir une minuscule étoile. « Pourquoi suis-je encore ici ?» murmura-t-il à voix basse, les mots à peine audibles, comme une prière ou une lamentation. Le jardin, dans sa sagesse insondable, ne répondit pas. Pourtant, les arbres autour de lui semblaient s'incliner légèrement, comme s'ils comprenaient sa détresse. Était-ce son imagination? Était-il devenu fou, bercé par la solitude et l'étrange quiétude de ce lieu? Ou y avait-il réellement une conscience dans ce sanctuaire, une volonté tapie dans ses racines et ses feuillages? Elessar se souvenait des premières semaines après l'effondrement du monde. La peur, la faim, les hurlements dans la nuit. Il avait fui, comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'il atteigne cet endroit, guidé par une intuition inexplicable. Depuis, il n'avait plus cherché à repartir. Chaque jour, il se réveillait avec un mélange de gratitude et d'appréhension, sachant que, pour une raison qu'il ignorait, ce jardin l'acceptait comme son gardien. Mais la paix qu'il ressentait ici était entachée d'une curiosité lancinante. Ce lieu était vivant d'une manière qui défiait les lois de la nature. Comme si les plantes elles-mêmes communiquaient entre elles, et avec lui. Parfois, dans les moments de silence absolu, il avait l'impression de sentir un regard sur lui, omniprésent et bienveillant, mais aussi terriblement ancien. Alors qu'il se redressait, un bruissement léger attira son attention. Une liane ondulait doucement dans le vent, s'approchant de lui, presque comme un animal curieux. Il tendit la main et effleura la tige verte et luisante, sentant une chaleur subtile sous ses doigts. Il sourit malgré lui et murmura à nouveau « Peut-être que je n'ai pas besoin de comprendre. Peut-être que c'est simplement comme ça. » Mais au fond de lui, un doute subsistait. Combien de temps cette paix durerait-elle? Combien de temps encore pourrait-il vivre dans ce paradis isolé avant que le monde extérieur ne le retrouve, avec sa violence et son désespoir, pour tout ravager?
2. L'arrivée des survivants. La quiétude du jardin des Lessards fut brisée un matin par un bruit inhabituel. Un craquement dans les sous-bois, suivi de murmures hâtifs et d'un tintement métallique. Elessard, accroupi près d'un parterre de fleurs aux pétales d'un rouge incandescent, se redressa lentement. Ses sens, aiguisés par des années de solitude, captèrent le souffle irrégulier d'intrus qui se frayaient un chemin dans les fourrés. Il plissa les yeux, scrutant la lisière où la lumière du soleil, tamisée par les hautes branches, dessinait des ombres mouvantes. Ils étaient là, juste au-delà de la frontière du jardin, des silhouettes vacillantes, maigres et effrayées. Un groupe d'humains. Ils étaient 5. La première à émerger des buissons était une femme à l'air dur, ses cheveux emmêlés et attachés à la va-vite, une lance bricolée serrée entre ses mains. Son visage, marqué par des cernes profonds, trahissait une détermination qui ne laissait place ni à la faiblesse ni à la peur. Derrière elle, un adolescent au visage creusé par la faim portait un fusil rouillé, ses mains tremblantes d'épuisement. Les 3 autres, 2 hommes et une femme plus âgée, avançaient en silence, le regard vide mais alerte, comme des animaux traqués. Leurs vêtements étaient en lambeaux, tachés de boue et de sang séché, et leurs mouvements trahissaient une fatigue écrasante. La femme s'arrêta à la limite où le jardin rencontrait la désolation extérieure. Ses yeux, durs mais pleins d'un éclat de curiosité, sondèrent le paysage luxuriant devant elle. « C'est quoi cet endroit ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Une odeur douce et apaisante flottait dans l'air, une fragrance si étrangère à leur monde qu'ils hésitèrent à avancer, comme si entrer dans ce lieu sacré pouvait déclencher une calamité. Pourtant, la femme franchit le seuil d'un pas précautionneux, et ses compagnons la suivirent, leur visage marqué par un mélange d'espoir et de méfiance. Elessard, toujours caché derrière un grand tronc d'arbre, observa la scène avec attention. Leur arrivée déclenchait en lui des sentiments contradictoires, une envie instinctive de protection. Ce jardin devait rester inviolé, mais aussi une curiosité qu'il ne pouvait réprimer. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu d'autres êtres humains. Les survivants avancèrent prudemment, s'arrêtant pour contempler les arbres et les fleurs comme s'ils venaient de découvrir un autre monde. Finalement, la femme leva les yeux et aperçut Elessard, immobile à quelques pas d'eux. « Ne tirez pas !» dit-elle d'une voix rauque mais ferme, levant une main en signe de paix. Sa lance resta toutefois solidement ancrée dans son autre main. « Nous ne sommes pas des voleurs. Nous avons vu votre jardin. Nous avons besoin d'aide. » Elessard sortit lentement de l'ombre, ses mouvements calculés, presque félins. Sa présence imposait un silence immédiat, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. L'homme, vêtu de sa tunique végétale et tenant un bâton noueux qu'il utilisait comme outil de marche, ressemblait à une apparition, une figure issue d'un conte ancien. Ses yeux, aussi verts que le feuillage qui l'entourait, fixèrent le groupe avec une intensité troublante. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici », déclara-t-il d'une voix calme, presque neutre. « Ce lieu ne tolère pas les intrus. » « Nous ne voulons pas causer de problème, » répondit la femme, son ton adouci par la supplication. « Nous avons faim. Nous n'avons pas mangé depuis des jours. » Le garçon derrière elle hocha la tête, tenant son fusil contre sa poitrine comme un talisman. « Tout ce que nous demandons, c'est un peu de nourriture et un abri. Nous partirons si vous le voulez. » Elessard les scruta un à un, sondant leurs visages marqués par la fatigue et le désespoir. Il comprenait leur souffrance, mais il connaissait aussi les dangers qu'ils représentaient. Après un moment de réflexion, il répondit d'un ton mesuré. « Si vous entrez dans ce jardin, vous devrez obéir à mes règles. Ce lieu est vivant, il vous observe, et si vous ne le respectez pas, il vous jugera. » Ces paroles, bien que mystérieuses, portaient un poids qui fit frissonner le groupe. Pourtant, la faim l'emporta sur leur prudence. Avec un hochement de tête hésitant, la femme accepta. « Nous suivrons vos règles. » Le groupe pénétra plus profondément dans le sanctuaire. Dès qu'ils franchirent pleinement la frontière invisible du jardin, ils ressentirent une transformation immédiate. La lourdeur de la peur et de la fatigue sembla s'évanouir, remplacée par une étrange légèreté. L'air était plus doux, presque enivrant, et chaque respiration leur redonnait un semblant de force. Ils touchèrent les feuilles et les fleurs comme des enfants découvrant un trésor.
émerveillés par la vie qu'ils avaient cru perdue à jamais. La femme s'accroupit pour examiner un fruit brillant pendant une branche basse, et avant qu'Elessar ne puisse l'avertir, elle l'arracha et le mordit avec avidité. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est incroyable !» murmura-t-elle entre deux bouchées. Les autres suivirent rapidement, dévorant les fruits avec une voracité désespérée. Mais alors que le groupe s'installait dans cette apparente utopie, une tension sourde se mit à grandir. Le garçon, le fusil toujours à la main, observa Elessar d'un regard méfiant. « Pourquoi les zombies n'entrent-ils pas ici ?» demanda-t-il, brisant le silence. Elessar détourna les yeux et répondit simplement « Parce qu'ils comprennent mieux que vous ce que cela signifie. » Le jardin, paisible en surface, semblait murmurer quelque chose d'invisible à ses nouveaux invités. Le mystère du jardin. Les premiers jours passés dans le jardin d'Elessar furent une bénédiction pour les survivants. La femme, qui se nommait Kael, veillait à ce que chacun mange à sa faim, mais pas plus, par crainte de déclencher la colère de leur hôte silencieux. Les fruits, aux teintes irréelles, les nourrissaient mieux que tout ce qu'ils avaient connu. Leur saveur était enivrante, leur texture parfaite, comme si la nature elle-même les avait façonnés pour être le repas ultime. L'eau du ruisseau, d'une pureté cristalline, leur redonnait des forces et guérissait leurs blessures. Le garçon, Edrin, remarqua que son épaule, blessée lors d'un affrontement avec des zombies quelques semaines plus tôt, ne le faisait plus souffrir. Une cicatrice fine et propre en avait pris la place, comme si le jardin avait effacé la plaie avec une précision chirurgicale. Cependant, sous cette façade de paradis, un malaise subtil commençait à s'installer. Chaque nuit, alors que le groupe s'endormait sur les tapis d'herbes moelleuses, des murmures s'élevaient. Ce n'étaient pas des voix humaines, mais une sorte de chant éthéré, un bruissement harmonieux qui semblait venir des arbres eux-mêmes. Les branches, doucement agitées par une brise invisible, produisaient une mélodie qui pénétrait les rêves des survivants. Kael se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant, hanté par des visions de visages inconnus, figés dans des expressions de peur ou d'extase. Elle ne tarda pas à interroger Elessar à ce sujet. « Ce jardin, il n'est pas naturel, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient seuls près du ruisseau. La lumière du crépuscule teintait l'eau d'un éclat doré, et le visage d'Elessar semblait presque irréel dans cette clarté. Il resta silencieux un moment, les yeux fixés sur la surface ondulante. Puis, d'une voix basse, il répondit « Naturel ? Non, pas selon votre compréhension. Ce jardin est ancien qu'elle, bien plus ancien que l'humanité elle-même. Les graines qui l'ont créé m'ont été offertes il y a des années par un voyageur. Un homme étrange venu de loin, bien avant que le virus ne détruise notre monde. Il m'a dit qu'elle portait l'essence d'un autre temps, d'un autre monde. » Kael fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Elessar haussa légèrement les épaules, une ombre d'amusement passant sur son visage. « Cela signifie que vous êtes dans un lieu qui ne suit pas vos lois. Ici, la vie est différente. Elle obéit à une volonté que je ne contrôle pas entièrement. Je suis un gardien, rien de plus. » Edrin, le garçon, avait écouté la conversation depuis l'ombre d'un arbre voisin. Il était curieux de nature et avait commencé à explorer le jardin plus en profondeur. Un après-midi, alors que les autres dormaient, il s'aventura au-delà des sentiers tracés par Elessar. Il marcha jusqu'à une clairière isolée, où il fit une découverte qui le glaça jusqu'aux os. Des statues étranges étaient disposées en cercle autour d'un grand arbre aux racines épaisses et noueuses. Ces sculptures n'étaient pas faites de pierre ordinaire. Leur texture ressemblait davantage à du bois pétrifié, mais leur finesse était troublante. Chaque visage était unique et représentait une expression d'effroi ou d'extase absolue. Les traits étaient si réalistes qu'Edrin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'approcha d'une statue particulièrement imposante, celle d'un homme en armure, son visage figé dans un cri silencieux. Lorsqu'il tendit la main pour toucher la surface lisse et froide, il sentit un léger pouls, comme si la statue était encore vivante, d'une manière indescriptible. Pris de panique, il recula précipitamment et retourna au camp, où il trouva Elessar assis en silence, les yeux fermés, comme en méditation. « J'ai vu. Les statues, » balbutia Edrin. Elessar ouvrit les yeux, son regard semblant sonder l'âme du garçon. « Elles ne sont pas des statues, » dit-il calmement.
Ce sont des témoins. Ceux qui ont tenté de comprendre le jardin, de percer ses secrets, sont devenus une partie de lui. C'est ainsi que le sanctuaire survit. Il prend, mais il donne en retour. Le silence qui suivit ces paroles fut lourd, comme si le jardin lui-même pesait sur leurs esprits. Ce soir-là, Edrin ne dormit pas. Le jardin, qu'il avait d'abord perçu comme un havre de paix, lui apparaissait désormais comme un piège, un organisme vivant qui se nourrissait de ceux qui osaient le défier. Kael, quant à elle, sentit un malaise croissant. Le comportement d'Elessar, à la fois protecteur et distant, la troublait. Il semblait fusionner avec le jardin, comme s'il n'était plus tout à fait humain. Elle décida de surveiller ses déplacements, persuadée qu'il en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le mystère du jardin s'épaississait, et avec lui, une terreur latente s'insinuait dans le cœur des survivants. 4. La révélation. La tension dans le jardin atteignit son paroxysme quelques jours plus tard. Kael, fidèle à son instinct de survie, avait passé ses nuits à observer Elessar en secret. Elle avait remarqué qu'ils quittaient souvent leur campement à la tombée de la nuit, disparaissant dans les profondeurs du sanctuaire. Ce soir-là, armée de sa lance et enveloppée dans une cape faite de tissu rapiécé, elle décida de le suivre. L'air du jardin semblait plus dense qu'à l'accoutumée, et le chant éthéré des arbres résonnait plus fort, comme une symphonie funèbre. Kael avançait à pas feutrés, veillant à rester dans l'ombre des grands arbres argentés. Elessar marchait d'un pas déterminé, son bâton de marche à la main, jusqu'à une clairière que Kael n'avait jamais vue auparavant. À la lumière de la lune, la scène se révéla dans toute sa étrangeté. Au centre de la clairière trônait un immense arbre aux racines tentaculaires, ses branches s'étendant comme des bras gigantesques. Les statues qu'Edrin avait mentionnées formaient un cercle parfait autour de l'arbre. Maintenant qu'elle les voyait de près, Kael comprit qu'elles n'étaient pas simplement des sculptures. Leur texture, leurs traits, tout suggérait qu'elles étaient autrefois humaines. Elessar s'agenouilla devant l'arbre, posant ses mains sur une de ses racines noueuses. Il murmura des paroles dans une langue inconnue, un mélange de sons gutturaux et de chuchotements qui semblait résonner dans l'air lui-même. À mesure qu'il parlait, l'arbre sembla répondre, ses branches frémissant dans un mouvement organique comme si elles respiraient. Kael sentit une vibration sous ses pieds, une énergie ancienne et vivante qui la fit frissonner. Elle serra sa lance, mais son instinct lui disait qu'aucune arme humaine ne pourrait la protéger de ce qu'elle observait. Soudain, Elessar se redressa et se tourna lentement vers elle, ses yeux brillants d'une lumière verte et froide. « Vous n'auriez pas dû venir, Kael, » dit-il, sa voix résonnant étrangement, comme si elle émanait non seulement de lui, mais aussi des arbres autour. Kael raffermit sa prise sur sa lance, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Elessar ?» demanda-t-elle, sa voix mêlée de colère et de peur. « Pourquoi ces statues ressemblent-elles à des humains ?» Elessar inclina la tête, comme s'il pesait ses mots. « Ce jardin est une entité vivante, Kael. Il ne se contente pas de donner la vie, il la prend aussi. Ceux qui ne respectent pas ses lois, qui tentent de le défier ou de le comprendre, deviennent une partie de lui. Ils nourrissent ses racines, renforcent ses défenses. C'est ainsi qu'il survit, qu'il prospère, même dans un monde mourant. » Kael recula d'un pas, horrifié. « Alors tu travailles pour lui ? Tu sacrifies des gens pour cette abomination ?» Elessar haussa légèrement les épaules. « Je ne suis qu'un gardien. J'ai trouvé cet endroit comme toi un jour poussé par le désespoir. Mais j'ai appris à l'accepter, à vivre en harmonie avec lui. En échange, il m'a offert la vie. » Kael sentit une rage froide monter en elle. « Et les autres, ceux que tu as laissés devenir ces statues, ils méritaient de mourir ?» Elessar avança d'un pas et à ce moment, les branches de l'arbre se mirent à bouger, s'étendant vers Kael comme des tentacules. Elle brandit sa lance et frappa violemment, mais la branche se recroquevilla avant de revenir à la charge, plus rapide. Elessar leva une main et les branches s'arrêtèrent, flottant dans l'air comme suspendues à sa volonté. « Je ne voulais pas que cela arrive, Kael, mais tu as enfreint les règles. Le jardin ne tolère pas la défiance. » Kael lutta pour se libérer lorsque d'autres branches surgissaient du sol, s'enroulant autour de ses jambes, de sa taille, de ses bras. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle, tandis que la poigne végétale la tirait lentement vers l'arbre.
Un lâche qui se cache derrière ce démon. Elessar détourna les yeux, son expression empreinte de tristesse. Je ne suis pas un monstre, je suis vivant. Et dans ce monde, cela a un prix. Alors que Kael disparaissait lentement dans l'étreinte des racines, ses cris furent étouffés, remplacés par le murmure des arbres qui semblaient chanter une sombre berceuse. Lorsque le silence retomba, Elessar resta immobile, son regard fixé sur l'arbre. Une nouvelle statue émergeait déjà, une silhouette qui ressemblait étrangement à Kael, son visage figé dans une expression de défiance mêlée de peur. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que l'aube pointe à l'horizon, baignant la clairière d'une lumière douce et irréelle. 5. Une fin ambiguë. Lorsque le reste du groupe se réveilla le lendemain matin, Kael avait disparu. Edrin fut le premier à le remarquer, son regard balayant frénétiquement le campement désert. Il accourut vers Elessar, qui se tenait au bord du ruisseau, nettoyant méticuleusement une pierre polie comme si le monde autour de lui n'existait pas. « Où est Kael ?» demanda Edrin, son ton oscillant entre l'inquiétude et l'accusation. Elessar leva les yeux, son visage impassible, puis haussa légèrement les épaules. « Elle a enfreint les règles du jardin. » Ces mots, à la fois vagues et glaçants, firent frissonner Edrin. Il sentit une vague de colère monter en lui. « Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as tué, n'est-ce pas ?» Il leva son fusil, mais ses mains tremblaient. Le reste du groupe, alerté par le tumulte, s'approcha, leur visage marqué par l'incompréhension et la peur. Elessar ne bougea pas. Il se contenta de fixer Edrin, ses yeux verts semblant sonder son âme. « Je ne l'ai pas tuée, » répondit-il calmement. « Elle a choisi de défier le jardin, et le jardin prend ce qui lui est dû. » Ces paroles ne firent qu'attiser la colère d'Edrin. « Tu parles comme si ce truc était une personne. Ce n'est qu'un amas de plantes. Ça n'a pas le droit de décider qui vit ou meurt. » D'un geste brusque, il tourna les talons et commença à courir vers la clairière où il avait vu les statues. « Edrin, arrête !» cria l'un des hommes, mais le garçon ne répondit pas. Il était déterminé à découvrir la vérité, à exposer Elessar pour le monstre qu'il croyait être. Lorsqu'il atteignit la clairière, il s'arrêta net. Son souffle se bloqua dans sa gorge, alors qu'il voyait la nouvelle statue, parfaitement sculptée, se tenant parmi les autres. C'était Kael. Ses traits, figés dans la pierre vivante, reflétaient une expression de défiance et de peur mêlée. Ses doigts semblaient encore agripper une lance invisible, comme si elle avait lutté jusqu'à son dernier instant. Edrin tomba à genoux, incapable de détourner les yeux. Les murmures des arbres semblaient plus forts ici, comme une moquerie silencieuse. Soudain, une ombre se projeta sur lui. Il se retourna pour voir Elessar, qui l'avait suivi. « Elle fait maintenant partie du jardin, dit-il, sans émotion. C'est le cycle naturel. Ceux qui ne respectent pas ces lois deviennent ses gardiens. » Edrin, pris de panique, leva son fusil et le pointa sur Elessar. « Tu es fou! Tu crois que ce jardin est une sorte de dieu, mais ce n'est qu'un piège !» Elessar ne bougea pas. Il se contenta de fixer le garçon avec une étrange sérénité. « Tu as déjà mangé ses fruits, bu son eau. Le jardin est en toi, tout comme il est en moi. Si tu le quittes, tu mourras. Mais si tu restes, tu vivras, tant que tu respectes ses règles. » Le reste du groupe arriva alors haletant. Ils virent la scène. Edrin, à genoux, le fusil tremblant dans ses mains, et Elessar debout, impassible. La femme plus âgée s'avança, posant une main tremblante sur l'épaule du garçon. « Edrin, baisse ton arme, murmura-t-elle. Nous ne pouvons rien changer. » Mais Edrin, dans un accès de rage, se redressa et se mit à courir hors du jardin. « Je ne resterai pas ici. Vous pouvez tous pourrir avec cet endroit, » hurla-t-il en disparaissant dans les sous-bois. Elessar ne tenta pas de le retenir. Il se contenta de soupirer, comme s'il connaissait déjà le sort qui attendait le garçon. Peu après, des cris retentirent dans la forêt. Des bruits de lutte, des grognements gutturaux, puis un silence lourd. Le groupe savait ce que cela signifiait. Le monde extérieur avait repris ce qu'Edrin avait tenté de lui rendre. Les zombies, attirés par sa panique, n'avaient laissé aucune chance au garçon. De retour au campement, un silence accablant s'abattit sur les survivants restants. Il fixait Elessar avec un mélange de peur et de respect, comme s'il était devenu une extension du jardin lui-même. « Vous êtes en sécurité ici, » leur dit-il d'une voix douce. « Tant que vous respectez le jardin, il vous protégera. Mais souvenez-vous,
Il ne vous appartient pas. Vous êtes ses invités. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit des survivants. Les jours suivants, la routine reprit, mais le groupe avait changé. Leur méfiance s'était muée en une soumission silencieuse. La femme plus âgée, qui avait autrefois tenté de négocier avec Elessar, se plongea dans les travaux du jardin avec une ferveur presque religieuse. L'autre homme évitait tout contact visuel avec Elessar, préférant s'isoler près du ruisseau. Mais au fond, ils savaient tous qu'ils n'étaient plus libres. Le jardin était leur refuge, mais aussi leur geôle. Un matin, alors que le soleil se levait sur le sanctuaire, Elessar se tenait au centre de la clairière, les bras croisés. Les statues de Kell et d'Edrine semblaient veiller sur le jardin, leurs expressions figées dans une éternité silencieuse. Le vent murmura dans les arbres, et Elessar ferma les yeux. Il savait qu'un jour, peut-être, il deviendrait lui aussi une partie du sanctuaire qu'il servait. Mais pour l'instant, il était vivant, et dans ce monde, cela suffisait. Le jardin d'Elessar persistait, magnifique et impitoyable, une anomalie dans un monde en ruine. Son secret